Hey, bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque en direct de la Studio Mobile parce que c'est comme ça. On commence ce vlog-ci on the go, sur la route, pourquoi pas. Alors, nouvelle semaine livresque, nouvelle semaine de tergiversation pour trouver la lecture parfaite pour le moment. Et puis, ben, jusqu'à maintenant, ça part un peu bizarre. Parce que j'ai commencé le mois en me disant « Ah oui, c'est vrai, il faut que je lise un Agatha Christie pour le Read Christie 2024. » Et puis, bon, c'est The Secret Adversary, qui est c'est Monsieur Brown, je pense, en français. Oui, bref, c'est le premier tome de la série de Tommy et Tuppence Beresford. Et bon, le mois a commencé, il s'est poursuivi, puis là, on est rendu le 16, je crois, et j'ai toujours pas lu. Ce qui fait que quand j'ai commencé ce matin le nouveau vlog dans ma tête, je me suis dit, ah ben voilà, pourquoi pas, un petit Agatha Christie gentil pour terminer la semaine, commencer la fin de semaine et tout. Donc, j'étais bien enlignée. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que j'ai vraiment lu tous les Agatha Christie, plus particulièrement dans les 3 dernières années, mais je les ai lus vraiment. Je passe à travers la liste. Je pense qu'il n'y en a pas que j'ai pas lu. Donc, je me rappelle vraiment des histoires. Puis j'ai beaucoup vu les adaptations télévisuelles. Puis là, je pense que je viens d'atteindre un point où je connais trop les histoires pour vraiment les apprécier. Donc là, c'est bizarre que je dise ça, mais je pense que je vais continuer quand même à collectionner les Agatha Christie parce que de temps en temps, je les relis, mais on dirait que même cette année, le Read Christie 2024, je l'ai commencé un petit peu pas à regret, mais un petit peu à reculons. Le premier livre qu'on a lu, c'était aussi un livre que j'avais lu, c'est La mystérieuse affaire de Steele. J'avais trouvé ça correct, mais je m'en souvenais quand même beaucoup. Fait que là, on dirait que c'est tous des titres dont je me souviens beaucoup. Puis là, ça me tente pas tant que ça. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je suis à peu près au tiers de The Secret Adversary. La seule chose qui me fait vraiment plaisir, c'est que c'est l'inénarrable Hugh Fraser qui fait la narration. Mais sinon, honnêtement, je la connais trop, cette histoire-là. J'aime tellement Tommy et Tuppence Beresford. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce duo-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 3 ou 4, je pense, qu'Agatha Christie a écrit. Puis c'est vraiment sympathique, là. C'est vraiment un duo super cool. Puis ça fait changement de Miss Marple puis d'Agatha Christie, de Hercule Poirot. Mais c'est ça, justement, comme il y en avait juste 4, je les ai quand même plus lus. Puis le seul, peut-être, que j'ai pas lu souvent, il me semble que c'est je sais pas c'est quoi en français. Postern of Fate, je pense. Je me souviens plus. Je mélange toujours le cheval pâle puis le cheval à bascule en français, mais je pense que c'est le cheval à bascule, je me souviens plus. Il me semble que c'est un troisième, dans le troisième, c'est pas N ou M, puis c'est pas le dernier, je sais pas. Mais même là, tu vois, j'en parle puis on dirait que ça me revient. Fait que, bref, tout ça pour dire, quel début bizarre. En plus, je suis fatiguée, je suis désolée. Tout ça pour dire que je pense que, je vais peut-être abandonner le défi pour cette année. Je pense que si j'ai envie de lire un Agatha Christie, je vais en lire un. Je vais lire celui de mon choix. Puis c'est tout. Parce que là, je suis en train de vraiment... C'était un peu comique dans les 2 dernières années parce que ça me faisait revoir certains Agatha Christie que j'avais pas lu ou que j'avais soit jamais lu ou lu depuis il y a très, très, très longtemps. Mais là, on vient un petit peu de boucler la boucle après 2 ans de contraintes mensuelles. J'ai pas mal fait le tour de ceux que j'avais peut-être pas lu d'emblée ou que ça faisait trop longtemps que j'avais pas lu. Fait que là, je suis revenue dans ceux que je connais vraiment bien. Puis là, il y a quand même une limite au plaisir de la relecture. Donc, c'est ça. Alors, ce grand bout justificatif pour dire que je vais peut-être même abandonner le Tommy et Tuppence que je lis en ce moment. Mais on verra. Donc, j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce que je veux lire. J'ai une foison de romans graphiques à la maison. J'ai 2 romans, j'ai un roman papier assez gros qui est le Aslak Noreux? Ouais, Aslak Noreux, je pense, je sais pas comment dire. C'est le cimetière de la mer, je pense, chez Bruit du Monde. Il y a celui-là que j'ai emprunté à la bibliothèque, puis il n'existe pas en livre audio. Donc pour moi, c'est plus compliqué de le faire avancer assez rapidement parce que je peux pas le poursuivre dans les transports en même temps que le lire en papier. Mais j'aimerais ça pouvoir le lire parce que je l'ai comme emprunté, puis je sais que là, le temps s'écoule tranquillement. Puis je viens de voir que j'ai une réservation d'arrivée qui est le fameux Millepertuis de Julia Thévenot, je pense. Tout le monde avait vraiment aimé ça. Ça ressemble à un peu comme une espèce de fantastique ou fantasy comique, c'est ce que j'ai compris. Donc,
il y avait celui-là aussi, puis celui-là aussi, c'est seulement un livre papier. Donc là, puis il y a également le Frappe à bord de Mireille Gagné. Je pense que c'est ça. Le tout récent Frappe à bord. Donc celui-là, bien entendu, qui n'existe pas en livre audio, vient juste de paraître, que j'avais vraiment le goût de lire. Donc je pense que je vais peut-être m'enligner sur du livre papier cette semaine, quitte à ce que ça avance moins vite, potentiellement. Mais il faudrait quand même que ce serait cool que je me trouve quand même une lecture audio que je peux continuer pendant les transports parce que je trouve ça intéressant d'écouter des livres audio. Donc, je vais peut-être chercher un peu qu'est-ce que je pourrais avoir comme lecture de fond. Mais sinon, je pense que cette semaine, ça va peut-être s'enligner plus. Je vais essayer de m'enligner sur les livres papier. Frappe à barre, ça me tente bien. En plus, c'est une petite plaquette. Puis, je préfère avancer un peu quand même les BD. J'ai même reçu 2 BD en service de presse via la plateforme NetGalley. Il me semble que c'est chez Dargo. Il me semble que oui. Donc, bref, j'ai l'embarras du choix pour les romans graphiques, mais j'aimerais quand même ça lire un roman. Fait que là, je sais pas trop quoi faire. Bref, je vais arrêter de parler pour rien dire. Je vais essayer de prendre les quelques minutes de ma pause qui me reste pour explorer, pour voir qu'est-ce que je pourrais bien choisir. Puis en attendant, là, je viens de me tourner, puis je vois qu'il y a de la petite neige qui tombe tout doucement. C'est super beau. Avec le soleil de fin d'après-midi. Parce que oui, c'est mon repas, mais je travaille de après-midi soir aujourd'hui, donc. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quel drôle d'entrée en matière. Mais quand même, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog livresque-là. Puis, écoutez, on ne perdra pas les bonnes habitudes. Puis, on se lance! Hey! Alors, je vous reprends en direct de ma marche parce que je vais vous parler de ma lecture en cours. J'ai tellement tergiversé, c'est incroyable. Je pense que j'ai essayé 4 livres audio ou même en prenant des livres papier. Il n'y a rien qui me tentait. Puis finalement, je me suis souvenu que j'ai vu qui avait lu ça dans les booktubeuses dans les booktubeuses que je suis, mais dans le fond, que La vie heureuse, le nouveau David Fuenquinos était sorti. Donc, il était sorti, puis il était disponible sur Nextory parce que, en fait, il n'est pas encore disponible en papier. Il va seulement être disponible ici au Québec en mars, je pense. Désolée pour les soufflements. Et je me suis lancée là-dedans parce que David Fuenquinos. Puis finalement, écoutez, après un début, j'ai bien accroché. Donc, on va suivre. Ça a l'air d'être une histoire assez singulière. Ça a des apparences banales, mais finalement, en lisant la 4e, je me rends compte que peut-être qu'il y a des choses qui s'en viennent encore que j'ai pas réalisées. Mais en gros, on va suivre Éric, qui est un quarantenaire, qui a toujours eu une vie un peu tiède. Sa femme l'a laissé, elle est partie avec son fils. Ça fait 20 ans qu'il travaille chez Decathlon, qui est un peu l'équivalent ici de... On en a ici des Decathlon au Québec, là. Donc, grande chaîne de plein air. Il a monté dans les grades. Il est devenu un gestionnaire. Et c'est comme si il ne sait plus trop qu'est-ce qu'il attend de la vie. Il est pas malheureux, mais il n'est pas heureux. Puis un jour, une ancienne collègue avec qui il est allé à l'école, au lycée, je pense, Amélie, qui travaille maintenant pour le tout nouveau président Macron, va le recontacter et va lui offrir de tout lâcher et de venir travailler avec elle au gouvernement. Elle travaille au ministre de l'Économie, si j'ai bien compris. Et dans le fond, elle a besoin de son expertise pour être sûre de
de bien bâtir la stratégie pour attirer les investisseurs en France. Et donc, on va les suivre dans cette espèce de changement de direction dans la vie d'Éric. Et on va même les suivre dans un voyage d'affaires à Séoul. Mais là, à Séoul, on dirait qu'il y a comme une espèce de faille qui va se passer du jour au lendemain. Éric, qui est toujours à son affaire, va pas se présenter à un rendez-vous super important. Et puis là, ben, ça va être un peu comme le choc du début, le choc du détricotage. J'en suis rendue là. Et quand je suis la quatrième, ça m'a un peu divulgaché parce que je pense qu'en fait, bon, il y a 3 parties, puis je pense qu'on les lit en pas de façon synchrone. Donc, je pense qu'on va peut-être reculer dans le temps. Parce que la deuxième partie commence dans la deuxième journée du voyage à Séoul, du point de vue d'Éric, alors que ça faisait un bout qu'on était du point de vue d'Amélie. Bref, je vais vous en reparler. Je vais vous éviter mon essoufflement plus longtemps. Mais je voulais juste vous dire que c'est ça que je lis en ce moment et ça me plaît bien. Alors, à tout bientôt! Hey coucou! Alors je vous reprends en fin d'après-midi, en ce lundi. J'étais pas mal occupée. Mis à part lire, j'ai quand même fait une petite vidéo surprise que vous devez sans doute avoir déjà vue parce que techniquement, c'est paru avant la mise en ligne de ce vlog-ci. Donc c'est ma pile à lire du Mars au féminin. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite à le faire. Mais là, je viens de recevoir une extrémiste. Je pensais pas que ça arriverait si tôt, un autre petit colis. Voilà. On dirait que le no-buy, en tout cas en février, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas pré-ouvert, donc c'est encore un colis comme ça. C'est ceux qui s'ouvrent plus ou moins bien. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Attention aux oreilles. Et bien voilà, c'est fait, c'est fait. Je vais mettre ça ici pour que ce soit plus accessible. Alors, je me suis lancée cette fois-ci dans... c'est des choses que j'ai jamais lues, mais j'ai été plus dans les albums jeunesse parce qu'il y avait des choses vraiment intéressantes que j'avais le goût de voir. Et également une lecture d'un classique. Ah, j'ai pas le résumé. Colline! C'est pas grave. Donc, la fameuse collection, je vous avais montré que j'avais acheté le Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Une dernière arrivage dans la collection Penguin Vitae. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une version comme ça d'une œuvre que je connaissais pas, mais en lisant la quatrième, ça m'avait vraiment intéressé. Ça semble être un classique en fait. Donc, c'est The Woman of Brewster Place de Gloria Naylor. Donc, oups, il y a encore un film comme vous pouvez voir. Donc, j'aimerais ça pouvoir avoir la quatrième parce que quand j'avais lu, ça avait l'air super intéressant. Il me semble que ça faisait... c'était un groupe de femmes qui se retrouvaient justement à Brewster Place, sans surprise. Je vais juste voir si par hasard, s'il n'y a pas une quatrième. C'est 7 femmes qui vivent ensemble à Brewster Place. C'est en fond une espèce de sanctuaire un peu sombre du centre-ville et qui vont, dans le fond, cette espèce de récit-là, ça dit un powerful moving portrait of the strength, struggles and hopes of Black women in America. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. J'ai pas nécessairement l'opportunité d'en lire beaucoup. Ce genre-là, puis c'est vraiment un classique, en fait. Ça a l'air que c'est un classique. Donc, je suis super contente de le retrouver. Donc, je vous remonte le tout sans le petit film. Alors, voilà pour le premier. Sinon, on va se lancer dans les albums, je crois, ou... Ouais, super! Alors, ça, c'est longtemps que je l'avais vu. C'est l'adaptation en album de Mary Poppins, mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est que c'est illustré par Geneviève Godbout, qui est une illustratrice québécoise que j'aime vraiment beaucoup, qui avait fait, il me semble, c'était une dame à vélo au parapluie, une histoire d'amour. Je vais vous mettre la couverture. Je vais vous montrer un petit exemple de planche. Donc, j'adore ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va être adapté, cette histoire-là. J'ai toujours pas lu la version originale de P.L. Travers, mais je vais voir ce qui a été retenu, dans le fond, dans cette version-ci. Sinon, bon, écoutez, je vais y aller dans l'ordre de la boîte. Sinon, ça fait longtemps que je l'avais vu, puis ça fait longtemps que je veux le lire. C'est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Et dans le fond, c'était ça ici, ça m'a toujours intrigué. C'est un roman graphique de Don Brown, The Great American Dust Bowl. Donc, ça raconte, en 1935, une
Le 14 avril 1935, il y a eu une terrible tempête de vent, dans le fond, dans les High Southern Plains aux États-Unis. Et puis, ça a bouché complètement le soleil. Et puis, je ne sais pas si c'est vrai, mais oui. Oui, c'est The Most Catastrophic Natural Events de Dust Bowl. Donc, ça met en scène quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je vais vous montrer. Ah, le visuel, la couverture me semblait intéressante. À l'intérieur, ça me semble un peu chargé. Ça fait un petit peu moins mon genre. C'est pas grave. Je vais le lire, puis au pire aller, je laisserai passer. Je ferai passer au suivant. Je vais voir. J'aime bien ce genre de composition-là, par contre. Alors, voilà, une découverte encore une fois. Sinon, j'ai pas pu résister à une espèce de biographie que je pourrais peut-être même mettre finalement dans mon marceau féminin. Une petite biographie album sur Jane Austen, mais c'est surtout parce que c'était illustré par Kin Ling. J'adore cette illustratrice-là. Elle a fait plusieurs albums chez La Pastèque, entre autres. Et donc, c'est ceci. Donc, Ordinary Extraordinary Jane Austen. Donc, c'était tout simplement une mini-biographie, j'imagine, de son enfance. Je vais vous montrer une planche de bibliothèque, parce que, tu sais. Alors, voilà, donc là, ce sera lu très rapidement, j'imagine. Et sinon, encore dans les albums, on va y aller. Celui-là, j'ai pas pu résister, parce que les illustrations m'avaient vraiment marqué. Puis, je sais pas, en fait... Oui, c'est que dans le fond, c'est l'adaptation d'un spectacle de ballet adapté du Carmen de Prosper Mérimée. Voilà. Donc, ça m'apparaissait vraiment intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. Ah, ben, je sais pas. Je sais pas. C'est comme un peu une prise d'image, mais en texte. Fait que peut-être que finalement, c'est seulement la couverture qui m'a happée. Mais je sais pas si ça va être aussi intéressant que prévu. C'est pas grave, c'était vraiment pas cher. C'était juste comme ça. J'avais été happée par la couverture, puis je m'étais dit, bah pourquoi pas, je vais essayer. Donc, ceci peut-être plus un risque, on verra bien. Sinon, celui-là que j'avais vu passer, je connaissais pas, mais ça me disait quelque chose. C'est un classique, je pense, de la littérature japonaise. Ouais, c'est ce qui a inspiré un animé de Tomihiko Morimi. Dans le fond, c'est le roman qui a inspiré l'animé. Et qu'est-ce que c'est? C'est donc de Tatami Galaxy de Tomihiko Morimi. Dans le fond, c'était un roman avant de devenir un animé. Puis, il me semble que ce qu'il m'avait... donc, le personnage principal, c'est un étudiant à l'université de Kyoto et qui est en fait en voie de décrocher. Depuis 2 ans, il prend juste des mauvaises décisions. Puis là, dans le fond, il est sur le bord de faire une autre grosse erreur. OK, ça va impliquer, dans le fond, une espèce de rencontre avec une espèce de dieu, self-proclaimed dieu, qui va essayer de remettre ce jeune homme-là sur la bonne voie. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ça me fascinait. Ça semblait vraiment intéressant dans la 4e. Là, je vous en parle peut-être pas très bien, mais si jamais vous avez envie, en fait, de découvrir un peu plus, c'est divisé en 4 parties. Oui. Donc, ça aussi, c'est une prise de risque, mais c'est bien. Et celui-là, j'en ai entendu parler chez Piketty Bookin, qui avait eu la version française de ça, qui vient juste de paraître. Je ne sais plus c'est chez qui. C'est peut-être chez Albin Michel, je me souviens plus. Mais moi, j'avais voulu, je me l'étais noté dans ma liste de souhaits pour le lire en anglais. Puis là, j'ai vu qu'il était là, donc en langue originale. Et c'est My Monticello. My Monticello de Jocelyn Nicole Johnson. Et encore là, c'est un recueil, je ne sais pas si c'est considéré comme un recueil de nouvelles ou un recueil de nouvelles ou un roman, mais je pense que c'est des nouvelles. Dans le fond, il y a comme une espèce de montée de la rage contre les Afro-Américains. Et puis, pour essayer de survivre, plusieurs personnes qui ne se connaissent pas nécessairement vont finir par converger vers, dans le fond, un endroit qui s'appelle My Monticello pour essayer de se sauver de tout ça. Et puis, dans le fond, ça va être un peu leur histoire, c'est ce que j'ai compris. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui aborde, dans le fond, l'histoire des Afro-Américains. Bon, c'est pas nécessairement basé sur un fait, mais c'est inspiré potentiellement de ce qui se passe de nos jours. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Puis
comme je vous dis, je l'avais noté. De ce que Piketty Bookie disait, c'est que c'était très remuant. Donc, ben voilà. Alors, ça, c'est plus des prises de risque cette fois-ci. Mais c'était vraiment des prises de risque calculées. C'est-à-dire que ces deux-là, je trouvais ça intéressant. J'avais pas beaucoup de choses dans ma bibliothèque à lire qui impliquaient, dans le fond, soit des autrices qui font partie, ben dans le fond, des own voice par rapport à la communauté afro-américaine. Encore une fois, ben là, je pense que c'est japonais, mais on dirait que je pense que c'est coréen, mais je suis pas sûre, là. C'est de japonais, Kyoto. Alors... Copyright. Oui, c'est ça, japonais. Donc, japonais, vous savez, mon moment d'inconfort avec la littérature japonaise. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, ça va l'air assez saugrenu pour attirer mon intérêt. Un roman graphique, que c'est longtemps que je voulais voir, puis 3 albums, donc je ne vais pas passer à côté de ces 3 albums-là. Donc, voilà pour la récolte du jour. C'était vraiment pas prévu, mais c'est comme ça. Sinon, je suis en fait à quelques 45 minutes de terminer mon livre audio, donc le fameux La vie heureuse de David Fuenquinos. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va se conclure parce qu'en effet, ça a beaucoup changé depuis la prémisse dont je vous ai parlé. Et puis, ben, je vais vous en parler sans doute aujourd'hui de toute façon pour vous faire un petit compte-rendu sur ce que je viens de lire. Mais ben voilà, je vais me prêter à aller le terminer. Il faut absolument le terminer en audio parce que, dans le fond, il est sur une plateforme à laquelle j'aurais pu accès à partir de demain. Donc, il faut que je le termine. Puis, je ne l'ai pas trouvé non plus en livre numérique parce qu'il n'est pas encore paru en numérique ici au Québec. Donc, ben voilà. Alors, sur ce, je m'en vais lire. Puis, je vous reviens. Oh là là, je viens juste de terminer La vie heureuse. Oh, c'est vraiment... si je viens tout juste, fait que ça va vraiment être tellement frais que je n'arriverai pas à vous en parler de façon cohérente. J'ai adoré ce roman-là. Adoré, adoré. Pour le moment, j'ai un feeling de coup de cœur. Je ne sais pas si ça va demeurer, mais j'ai vraiment adoré ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous en dire beaucoup, parce que c'est un roman qu'il faut découvrir au fur et à mesure. C'est un roman de... C'est un roman qui a une petite dimension un peu de... évolution un peu spirituelle, mais sans tomber nécessairement dans le, je sais pas trop, philosophico-croissance personnelle, mais quand même, il y a une petite dimension de ça. Il y a un gros jeu sur la notion de sérendipité, parce que oui, c'est un mot français, je ne savais pas, je pensais que c'était juste en anglais, mais sérendipité, donc, comment ça se traduit la sérendipité? Le hasard qui joue un rôle parfois dans certaines rencontres, un peu comme laisser un peu les rênes de notre vie au destin, mais autant dans le positif que dans le négatif. Mais donc, il y a un peu de ça qui est autour. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que c'est un peu trop, je sais pas, les Français, je pense qu'ils disent perché, mais... c'est sûr que peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais moi, c'est tellement allé me chercher. Donc, c'est une histoire en 3 temps. Finalement, il y a un peu de retour en arrière, mais on est quand même pas mal dans le moment présent. C'est juste qu'on va voir évoluer les 2 personnages dont je vous parlais, donc Eric et Amélie, on va les voir évoluer en parallèle pendant les 2 autres parties, dans le fond, du roman, après la première partie du voyage à Séoul. On va chacun suivre leur vie, qu'est-ce qui va se passer. L'impact de cette sérendipité-là dans leur vie. Il va avoir quand même l'introduction de quelque chose de particulier. Puis là, je ne sais pas si c'est une vraie tradition, mais j'imagine que l'auteur a fait quand même des recherches. Mais dans le fond, ce que je vous disais qui fait un peu un grand choc à Séoul. De toute façon, il en parle dans la 4e de couverture, donc je me sens pas mal à l'aise de vous en parler, mais c'est que le fameux Eric, une des raisons pour laquelle il va pas se présenter à son fameux rendez-vous super important à Séoul, c'est qu'il va tomber par hasard, alors qu'il est vraiment en désœuvrement, sur un endroit à Séoul qui propose de faire une cérémonie d'enterrement factice et dans un but de remise en perspective, disons. Donc, et qui semblerait-il être quelque chose qui est comme un peu
il fait partie un peu de la culture à Séoul. Il y a plusieurs possibilités d'endroits comme ça où les gens peuvent prendre rendez-vous. Il y a des cérémonies qu'on peut faire sans rendez-vous. C'est une façon un peu thérapeutique de juste se créer un choc volontairement, bref. Donc, c'est ça qui est un peu la pierre angulaire, en fait, du récit. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que c'est... Comment je pourrais dire? J'ai aimé ça parce que c'est sûr que ça confronte. En même temps, il y a beaucoup de douceur dans ce roman-là. Ça m'a un peu fait penser à ce que j'avais ressenti dans son premier... le premier que j'ai lu de lui, qui était... Ouais, c'est vraiment pareil, mais dans la délicatesse, disons, il y a un peu cette espèce de côté-là, même si c'est comme si le tragique côtoie la douceur en même temps. Donc, il y a un peu de cette espèce de cet esprit-là, un peu qui persiste. On aborde aussi la pandémie. On aborde aussi le choc de la pandémie sur l'humain. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Ça sort tout bientôt, là, dans le fond, comme je vous disais, je pensais que ça sortait en mars, ça sort en février, donc cette semaine. En fait, quand ce vlog-ci va paraître, il devrait être en librairie, à moins d'une problématique, mais c'est vraiment une belle découverte. Alors, moi, je trouve que c'est un excellent David Fuenkinos. Ben bon, pour mon goût, hein. C'est sûr qu'il y en a fait d'autres qui sont plus remuants que ça, peut-être des gens qui ont beaucoup aimé Charlotte, puis bon, enfin, bref, toutes sortes. Mais là, on est plus vraiment dans quelque chose qui me fait, à la limite, peut-être penser un peu à du Mathias Malzieu. Il y a un petit quelque chose. Il n'y a pas de réalisme magique, mais comme on est dans on surfe sur une tradition qui est particulière, donc celle de faire vivre un enterrement factice pour reprendre pied, en fait, puis reprendre goût à la vie. Donc, c'est particulier de se mettre face à la mort pour reprendre goût à la vie. Il y a un petit quelque chose qui est pas, je sais pas de surréalisme, mais un peu, il y a un petit côté comme ça. Puis l'espèce de douceur, c'est pas gnangnan, c'est pas... Sauf que ça me fait un peu penser justement à l'espèce de douceur qu'il pouvait avoir dans le Mathias Malzieu, dans les Mathias Malzieu de ce monde et peut-être dans la délicatesse, comme je vous dis. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment vous en dire plus parce que je ne peux pas vous divulguer grand-chose d'autre sur le déroulement du roman. C'est un roman à découvrir. C'est un roman qui fait des références, des petites références toutes douces à certaines autres œuvres de David Fuenkinos. C'est un roman qui fait bon déguster tout doucement, prendre le temps de déguster. Puis, en fait, moi, je l'ai écouté en livre audio. Puis, le narrateur de ce livre audio-là, je vais vous l'indiquer ici, mais il est tellement excellent. Il y a des moments où il fait juste comme prendre des respirations, justement, comme pour créer des pauses, des silences. C'est super rare en livre audio, puis j'aime vraiment ça. On a vraiment l'impression d'assister à une lecture publique en théâtre. Donc, j'ai adoré la narration audio. Donc, si jamais vous avez envie de le lire en audio aussi, c'est une belle opportunité. Par contre, je pense que pour le moment, c'est pas disponible encore au Québec, la version audio, mais ça ne saurait peut-être tarder en version audio numérique. Donc, surveillez vos bibliothèques numériques. Peut-être que c'est quelque chose qui va pouvoir éventuellement être disponible. Mais en tout cas, quelle belle lecture! Je suis encore toute sur mon nuage de lecture, donc vraiment, c'est super ça comme lecture de lundi, parce que moi en fait le lundi c'est comme mon dimanche, hein, parce que je commence à travailler le lendemain, donc des fois des petits, il y en a comme des Blue Sunday Blues, mais moi c'est des Monday Blues, mais bon, on dirait que là ça me donne vraiment une petite bouffée de... je sais pas, de bienveillance. Pas de... Parce que c'est drôle, parce que ce roman-là, en fait, c'est pas... Ben, bon, il y a une douceur et tout ça, mais en même temps, c'est pas non plus... Il y a des choses pas chouettes qui arrivent, mais en même temps, ça a un petit côté quand même rassurant. Donc, c'est pas là non plus pour secouer complètement tous les repères. Puis c'est comme pas mal ça dont j'avais besoin aujourd'hui, donc je trouve ça super. La plume est toujours aussi chouette pour David Fuenkinos. C'est pas une plume alambiquée ou rien, on est vraiment dans la simplicité, mais je trouve que ça évoque bien... ça évoque bien la construction interne des personnages puis leur évolution dans celui-là particulièrement. L'accent est mis sur leur évolution justement en tant qu'humain dans la vie. Puis ben, c'est ça, sur leur relation à tout ce qui peut leur arriver, donc les relations amoureuses, le deuil, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'inadéquation
dans la société. Donc, non, vraiment, là, ça vaut la peine de lire ça. Je vais le suggérer sans hésiter, ça, c'est sûr. Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vais reprendre mon restant de soirée, mais on se reprend cette semaine quand je vais avoir d'autres lectures à vous présenter. Allez, à tout de suite. Alors, je fais un petit coucou rapido sur mon heure de dîner parce que j'ai lu d'une traite, en fait, hier, une lecture que je voulais faire absolument avant que l'hiver s'en aille. Puis comme on a eu un petit coup de neige et de fraîcheur, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. En plus, c'est dans mon Cold Winter Challenge. Alors, en direct de la pochette de Piketty Bookin, c'était bien celui-ci. Alors, Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver, de Michael Brun-Arnaud et Sanoé chez l'École des loisirs. Et c'est sûr que je ne vais pas vous parler beaucoup du déroulement parce que c'est un tome 3, mais sachez que dans celui-ci, on va retrouver, je ne sais pas si je voulais la quatrième. Je voulais la quatrième. Ça va être beaucoup plus simple. Je pense pas que ça divulgage. Non, je pense que ça va aller. Alors, c'est parti. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues. Mais comme chaque année, à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de sombre hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'Étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Alors, comme toujours, les fameuses et douces illustrations de Sanoé qui sont toujours aussi chouettes, on va retrouver des personnages qui sont présents dans le fond, dans les deux premiers tomes. Dans Bartholomé dans le tome 2, Archibald dans le tome 1. Donc, pour rappel, la forêt de Belle-Écorce, c'est une forêt où habitent plusieurs animaux qui agissent un peu comme des humains, dans le fond. Donc, c'est vraiment du anthropomorphisme, il me semble que c'est ça. Oui, quand on donne à des animaux, en fait, des attitudes humaines. Mais ça reste des animaux. Donc, il y a quand même des caractéristiques qui sont en lien avec les animaux. Et Archibald Renard est, en fait, le propriétaire de la librairie de Belle-Écorce. Et il va se passer plusieurs aventures dans le premier tome en lien avec une taupe qui, malheureusement, a la maladie de l'oubli-tout et qui va avoir besoin de l'aide d'Archibald pour retrouver un peu ses souvenirs. Dans le tome 2, un grand fracas par rapport à qui sont les vrais propriétaires de la librairie, en fait, la librairie d'Archibald de Renard. Et dans le tome 3, cette fois-ci, on va justement trouver la disparition des parents de Bartholomé, puis qu'est-ce qui va se passer et tout. Dans chacun de ces tomes-là, ça va toujours être une histoire qui a l'air un peu champêtre, bucolique, douce, et c'est le cas. Mais ça va toujours être des histoires qui vont aborder des sujets particuliers. Donc, dans le premier, on a bien entendu la maladie de l'oubli-tout, bien entendu, qui est l'Alzheimer, le principe, la difficulté du proche aidant. C'est tellement super bien amené, en fait, en plus, comme approche par rapport à quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, c'est-à-dire, il y a même des petits conseils un peu de pas nécessairement forcer le retour vers la réalité. C'est vraiment touchant. Dans le deuxième tome, il y a un sujet que j'aborderai pas parce que ce serait un divulgateur, mais on est encore une fois dans sortir des sentiers battus. Donc, il y a un grand secret qui va faire en sorte que tout va se mettre soudainement à avoir beaucoup plus de sens, mais c'est un secret qui est complètement pas en phase avec ce à quoi la société s'attend. Donc, il y a ça aussi. Dans celui-ci, on est dans quelque chose un petit peu plus... on a beaucoup le deuil, on a beaucoup la réaction de chacun au deuil qui peut parfois être des réactions extrêmes, complètement démesurées. La perception, quand on est enfant, en fait, de comportements abusifs, mais en même temps aussi l'amitié, la solidarité, puis un brin d'inexplicable qui est un petit peu plus présent dans ce tome-ci que dans les autres tomes. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'ai préféré le tome 3 au tome 2.
dans ce cas-ci, mais mon préféré demeure encore le tome 1. Puis je pense que c'est tout simplement, et puis je suis pas la première à le mentionner, puis j'en avais parlé dans le passé, parce que l'effet de nouveauté, en fait, qui est de l'espèce de charme, de découvrir cette belle bande de personnages-là qui habitent dans la forêt, et puis la plume de Michael Brun-Arnaud dans ce contexte-là, bien, c'est sûr qu'après 3 tomes, on la connaît bien, donc cette dimension-là est un peu moins présente. Mais ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre. Donc, les personnages sont toujours aussi bien construits. C'est toujours une approche de certaines problématiques qu'on n'oserait pas nécessairement aborder. C'est tellement fait avec intelligence, avec justesse, avec finesse. Ça vaut vraiment le coup. Donc, celui-ci rejoint ma bibliothèque comme il était déjà là, mais c'est sûr qu'il va rester là. Et je vais sans doute me procurer le 4e et dernier tome, en fait, qui est annoncé pour 2024, mais je pense que c'est le printemps, j'imagine, vu que les autres ont tous été... je sais pas si... Ouais, je pense qu'annoncer ça. Des couronnes, la lali, j'ai vu ça. Il me semble que j'ai vu ça. Oh non, je me souviens plus c'est quand, mais il me semble que c'est ça. Les Mémoires de la forêt dans le dernier volume, la saison des adieux, apparaître en 2024. Donc, magnifique objet livre, mais surtout magnifique plume à découvrir si ce n'est pas déjà fait de votre côté. Alors voilà pour ma lecture. Je l'ai vraiment lu d'un coup, d'une traite. Et bien évidemment que mon dilemme encore de choix de livre audio s'est finalement représenté, comme d'habitude. Et j'ai tergiversé, je voulais vraiment lire un livre papier encore cette semaine, j'aimerais ça beaucoup encore continuer. Mais en même temps, ce que j'avais soudainement le goût ce matin, puis vous allez rire parce que dans mon dernier vlog, je vous disais que finalement, j'avais plus le goût. Mais avec la contrainte du fameux Read Christie 2024, la contrainte du mois de février qui était de lire le livre, le premier tome des aventures de Tommy et Tuppence, qui est The Secret Adversary, qui est, je pense, Monsieur Brown en français. Eh bien, je vous avais dit que j'adorais Tommy et Tuppence, mais que je connaissais beaucoup trop leurs aventures, puis qu'il y en avait un que je n'étais jamais certain, puis que je me mélangeais tout le temps, c'était Postern of Fate, qui est en français le cheval à bascule. Je me mélange toujours avec le cheval pâle. Et puis là, ben finalement, ce que j'ai décidé, c'est que j'avais vraiment le goût. Là, quand j'en ai parlé, je me suis rendu compte que j'avais le goût de le relire. Celui-là, je l'ai lu juste une fois, donc je m'en souviens pas du tout. Fait que là, ben, je l'avais dans mes livres audio, fait que je me suis dit que ça ferait une bonne petite lecture de semaine. Ça ne m'empêchera pas de lire d'autres choses en parallèle, fait que ça, c'est bien. Puis ça va m'accompagner sans doute tout au long de la semaine. Puis bon, évidemment que c'est narré par Hugh Fraser, donc tout va bien. Mais je trouve ça cool parce qu'on retrouve Tommy et Tuppence, qui sont les fameux deux, l'espèce de couple d'enquêteurs amateurs sympathiques et plein de ressources qu'on découvre dans 5 opus d'Agatha Christie. On les retrouve finalement plus loin dans leur vie. Donc, on a vraiment... on sent qu'ils sont rendus à la retraite. Ils ont eu de l'expérience de vie, mais c'est plus derrière eux. Mais en même temps, leur curiosité demeure. Puis j'aime tellement ces personnages-là. Ils sont tellement atypiques. C'est tellement pas... puis ils font penser tout à la fois à ce qu'on sait un peu de la vie d'Agatha Christie quand elle était plus jeune, l'espèce de vivacité d'esprit puis la verve de la Miss Marple de John Hickson. Je veux dire, celle qui est incarnée par John Hickson dans les adaptations. Il y a vraiment un petit côté de plusieurs personnages qui sont mêlés, qui, par exemple, là, dans ce cas-ci, incarnent Tuppence. C'est surtout Tuppence qui est vraiment drôle. Mais bref, donc là, j'étais vraiment contente, ça me faisait plaisir de les découvrir. Donc, voyez-vous, quand je vous disais que ça se peut que j'en relise, s'il y en a que je vois que ça me dit rien ou j'ai envie de les lire, je vais les lire. Mais j'ai fait vraiment le tour. Mais celui-là, c'est vrai que je l'ai lu une seule fois. Puis je me souviens que je n'étais pas trop sûre d'avoir bien compris dans mon souvenir. Fait que ça va être une bonne opportunité pour moi de m'y replonger. Alors voilà, ça c'est ma lecture en cours. Et puis ben voilà, sur ce, je poursuis mon petit dîner. Puis je vous reprends quand je peux. Et bonsoir. Alors je vous fais un petit coucou rapide parce que j'ai terminé mon fameux Agatha Christie, le fameux Postern of Fate. Puis, j'ai quand même beaucoup aimé ça. En fait, je m'en souvenais un petit peu, mais je n'étais plus trop certaine. C'est vraiment le tome au revoir, le tome d'adieu de Tommy et Tuppence, un peu comme il y en a eu un pour la Miss Marple, puis pour Hercule Poirot. Donc, c'est un tome qui présente une intrigue dans laquelle, bien entendu, se mêle un petit peu le hush-hush des services secrets indirectement. Mais aussi dans lequel on va revoir Tommy et Tuppence, même s'ils sont rendus loin dans la vie, dans leur expérience de vie, toujours aussi vifs, comme je vous disais, toujours aussi plus vulnérables, mais
pas moins déterminés. Donc, ça me fait un peu vite penser à la détermination qu'on trouve dans les Richard Osman, donc le Thursday Murders Club. Donc, ils ont leurs limitations, mais en même temps, ça les empêche pas vraiment de partir en cavale. Puis, c'est sûr que c'est un temps dans lequel on essaie de boucler beaucoup de boucles. Donc, dans la série qu'il y a eu de Tommy et Tuppence, il y a beaucoup de choses qui sont restées un peu en suspens. Puis là, on essaye beaucoup de boucler les boucles. Le seul reproche peut-être que je pourrais faire, c'est que pour moi, ce roman-là est bon à 90%. Donc, il est bien construit, c'est bien inextricable. On se doute un peu, mais on n'est pas trop sûr. On est attaché, on avance au fil du tempérament des deux personnages principaux qui ont chacun leur rythme, en fait, comme ils ont toujours eu à travers leurs aventures. Mais la fin est un peu, pas bâclée, là, mais comme un peu bouclée rapidement. Puis ça m'a un petit peu déçue, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose qui était comme un petit peu moins intéressant dans ce ton-là, mais je ne sais plus exactement ce que c'était. Puis dans le fond, c'est ça. Mais cela dit, c'est vraiment un des tomes que j'ai le moins lu. Je pense que c'est vraiment la deuxième fois que je le lis, donc je suis contente de l'avoir relu. Puis ça me fait me dire que autant j'ai en collection un peu les Hercule Poirot puis les Marple tranquillement, je pense que j'aimerais ça avoir les 5 Tommy et Tuppence, parce que c'est vraiment... mon premier personnage préféré, je pense que c'est Miss Marple, puis ensuite c'est Tommy et Tuppence, définitivement. Donc, ben voilà. Ça m'a fait du bien de lire cette petite lecture-là en lecture audio portée par Hugh Fraser. Puis, ben, pour la suite des choses, on verra bien. Hein, vous savez bien, là, j'ai terminé mon livre audio, donc je vais un peu tergiverser. Mais peut-être que je vais commencer un livre papier, je sais pas. Donc, bref, je vous tiens au courant. Bonsoir! Alors, je fais un petit coucou de fin de soirée. Mon Dieu, quelle originalité! Pour vous parler d'une lecture que j'ai complètement dévorée, en fait. Puis, comme quoi, des fois, les tergiversations pour les livres audio, ça peut avoir du bon. Je savais pas trop quoi faire, encore une fois. J'ai essayé plein de trucs. En même temps, j'avais comme pas le goût de quelque chose qui me prenait trop parce que j'ai commencé une lecture papier. Je vais vous en parler après. Et j'ai essayé plein de trucs et j'ai fini par jeter mon dévolu sur la version audio, mais en fait, la version en adaptation radiophonique. Qui a été faite par Radio-Canada, donc sur la plateforme audio, du roman Niche, le tome 1 d'Isabelle Picard. Donc, le tome 1 s'intitule Le Nord et le Sud. Et c'est un roman jeunesse. Ben, c'est des ados, mais je pense quand même que c'est plus un roman jeunesse. Bon, 10, 14 ans. Je dirais que c'est plus du 9, 12, peut-être 9, 13 ans. Donc, que ça fait longtemps que j'avais vu passer puis que je voulais vraiment lire. Dans le fond, j'ai vu la 4e de couverture, tout d'abord, pour vous mettre un peu en contexte. Puis, après ça, je vous en reparle. Niche. Mot Innu qui signifie deux. Ce mot est aussi intimement lié à la façon d'être autochtone dans toute sa singularité. Léon et Héloïse ont une vie qui sort de l'ordinaire. D'abord, ils sont jumeaux. Vivre en double à l'adolescence, c'est pas toujours facile. À Metsimekouche, une communauté Innu du nord du Québec, leur quotidien sera bouleversé pour toujours. J'aime bien, ça n'en dit pas grand-chose finalement sur la 4e. Donc, c'est une série que j'avais beaucoup aimée parce que j'avais vraiment envie de découvrir parce qu'en effet, c'était une série qui était écrite par, si je me souviens bien, Isabelle Picard, qui est elle-même Innu. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Et qui se déroulait, dans le fond, sur une réserve dans le bout de Shefferville. Isabelle Picard, ethnologue. C'est une Wendat, donc elle vient plutôt de Wendake. Et dans le fond, là, elle avait décidé d'écrire une série, justement, qui met en scène des adolescents sur une réserve, à qui il se passe plein de choses d'adolescents, qui ça donne d'être sur une réserve, mais qui se passe surtout plein de choses d'adolescents. Et en même temps, c'était comme une opportunité un peu de faire découvrir la réalité d'une nation Innu potentiellement dans cette réserve-là. Donc, on est plus... on a souvent un a priori par rapport à ça. La vie sur une réserve, ça va être dur parce que c'est vraiment pas évident en fait pour les gens qui vivent sur la réserve dans certains cas. À Wendake, c'est peut-être une exception, mais dans d'autres réserves, c'est un petit peu plus courant. Souvent, il va y avoir... En tout cas, il y a souvent, on entend plus parler, disons, de détresse que de choses positives, mais évidemment, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a toujours des nuances
de positivisme en quelque part. Et dans le fond, je pense que ça semblait être un peu ça, sa démarche. Donc, je me suis lancée là-dedans. Puis, c'était la version audio. Puis là, il y a eu une préface de l'autrice, Isabelle Picard, qui disait qu'en fait, ils ont vraiment fait une démarche assez complète pour ça. Non seulement le roman a été adapté en version radiophonique, donc ça, je l'ai réalisé parce que je l'ai terminé le roman en version numérique. Donc, peut-être le dernier tiers, je l'ai lu moi-même avec mes propres yeux, alors que les premiers 2 tiers, en fait, je l'ai écouté. Et évidemment que ça a été un peu comme dans une adaptation peut-être cinématographique ou télévisuelle, ça a été un peu synthétisé, entre guillemets. On a focusé pour que ce soit plus justement adapté à la radio. On a focusé sur les dialogues. Et ce qu'elle disait, c'est que c'est super. Cette démarche était superbe parce qu'en fait, ils ont recruté, je pense que c'est 18 acteurs et actrices autochtones. Il y en avait qui fallait qu'ils parlent la langue Innu. Puis ils ont découvert beaucoup de jeunes acteurs super talentueux qui ont fait le casting et tout. Puis en effet, c'est vraiment intéressant. J'ai tellement aimé ça parce qu'évidemment que en effet, les jeunes acteurs sont, les jeunes narrateurs-acteurs sont super bons. On sent aussi la texture dans le langage des acteurs adultes qui vont narrer, dans le sens où il y a un petit accent dans le français. Donc, on comprend. Je sais pas, ça fait tellement. C'est tellement une valeur ajoutée. Puis, ils sont excellents. Là, j'ai été complètement soufflée. Il y a souvent des versions adaptées. Audio, souvent, ça va être des textes originaux. Mais les versions d'adaptation radiophonique, je pense que c'est dans les premières fois que j'avais entendu ça, que c'était vraiment volontairement adapté. Puis, ma foi, c'est impressionnant de qualité. C'est comme. J'étais complètement soufflée. Là, je vous dis, j'avais comme. Il existe juste pour le tome 1, mais j'aurais comme aimé ça écouter la série au complet avec cette version adaptée-là. Puis ces acteurs-là, surtout, ces jeunes acteurs-là qui sont excellents parce qu'il y a vraiment énormément d'émotions là-dedans. Donc, et c'est sûr que là, de ce que je vois, c'est qu'ils ne disent pas grand-chose dans la quatrième. Je ne veux pas trop vous divulgacher, mais en effet, on va suivre Léon et Héloïse, qui sont des jumeaux qui ont, dans le fond, qui sont moitié-moitié, dans le sens qu'ils ont un papa qui vient du Nord, donc de cette communauté-là, Innu, près de Shefferville, et une maman qui est Wendat, qui vient de Wendake. Et puis, dans le fond, mais par contre, ils vivent sur la réserve près de Shefferville. Et bien, au fur et à mesure du roman, on va justement voir la vie d'adolescent de ces deux jeunes-là qui sont en secondaire 2. Puis tout ce qui est potentiellement mis toujours à l'avant dans les réserves est bien entendu évoqué parce que c'est une réalité, c'est-à-dire que il n'y a pas des maisons assez grandes pour tout le monde. La mine n'est pas nécessairement un bon qui est tout près. Il y a une mine de fer qui est tout près et pas nécessairement un bon partenaire, entre guillemets, corporatif, un bon acteur corporatif, comme on peut dire. Et évidemment, il y a eu même des déplacements forcés pour cette nation-là dans le passé et tout ça. Ils disent que dans le fond, il y a une école, mais qu'il n'y a pas toujours d'élèves qui sont jusqu'en secondaire 5. Mais la manière dont c'est fait, c'est vraiment plus comme une découverte d'une réalité. Un travail de fond pour montrer l'iniquité potentiellement, mais c'est pas en mode revendication, c'est pas en mode sans issue, mais c'est pas non plus en mode édulcoré trop. C'est sûr que ça reste du 9-12 ans. Donc, il y a beaucoup d'espoir malgré tout dans la vision des personnages. Mais on sent qu'ils ne sont pas non plus, dans le fond, oui, on leur évite certaines réalisations, mais pas tant que ça. Donc, il va quand même avoir, sans trop vous divulgacher, il va y avoir la maladie, la disparition, d'une disparition inexpliquée, un écho potentiel de violence familiale, mais aussi les émois d'un premier amour, l'éveil à la spiritualité, qui est une spiritualité qui est vraiment différente pour la nation Innu. Chez les jeunes, justement, la fameuse Héloïse, elle fait des rêves très réels qui ont tendance un peu comme à la guider. Et puis, elle est un petit peu, elle ne sait pas trop quoi faire avec ça parce qu'elle a l'impression que les gens ne la croiront pas.
Il y a un lien avec le carcajou. On sent un petit peu peut-être justement le lien de, peut-être pas l'animal totem, là, je connais pas ça, je veux pas dire n'importe quoi, ça doit pas être ça, mais ça semble avoir une portée symbolique encore plus d'une présence potentiellement physique dans l'action et tout. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr qu'avec Musée d'adulte, c'est du jeunesse, donc c'est sûr que je vois quand même un petit peu plus les ficelles dans le sens où c'est un roman qui, en plus d'être une aventure, en plus d'être un mystère, en plus d'être l'histoire de jeunes ados avec leurs défis, puis leurs espoirs, puis leurs déceptions et tout ça. Mais c'est aussi une porte ouverte sur cette nation-là que je connais pas beaucoup, que j'apprends à découvrir. Bien sûr que là, c'est une nation potentiellement fictive. C'est un portrait de cette réserve-là. C'est pas nécessairement toute la nation Innu qui est comme ça, mais ce contexte-là, en tout cas. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Comme je vous dis, c'est sûr qu'on sent en jeunesse dans le sens où des fois, c'est un petit peu... Bon, on sent que c'est un petit peu simplifié, mais c'est pas banalisé, c'est pas non plus, comme je vous dis, trop édulcoré. J'ai quand même trouvé que dans la dernière tiers, il se passe vraiment beaucoup de choses. En effet, le mot bouleversé est un bon mot. Leur quotidien va être drôlement bouleversé. Ils vont être confrontés à énormément de choses à gérer au niveau émotionnel, au niveau de la communauté, au niveau du lien familial, du lien amoureux, tout ça. Donc, vraiment, je les ai vraiment beaucoup aimés. Puis là, ça laisse. On finit de tourner un peu sur. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer, un grand changement qui arrive. Et puis, ben là, il va falloir que je lise les autres tomes. Je crée bien. Mais si jamais vous avez l'opportunité, ben c'est sûr que moi, je suis un peu en retard. C'est sorti en 2022. Là, j'ai vu quand je regardais sur mon ordi. C'est pas si vieux. Mais ça fait un bout que je veux le lire. Puis je sais que c'est très connu. Quand même dans le milieu de la littérature jeunesse. Ça a été beaucoup apprécié, en fait. Je pense que c'est beaucoup connu aussi auprès des enseignants pour enseigner avec la littérature jeunesse. Mais c'est surtout un excellent roman jeunesse. Donc, boudez pas votre plaisir. Essayez ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est tellement une bonne façon d'en apprendre un peu plus, tout en vivant un moment d'émotion. Il y a plein de moments où j'ai failli pleurer, je suis dans mon auto. Je l'écoutais en livre audio, puis c'est tellement émouvant. Je vous dis, les narrateurs acteurs, les jeunes acteurs, puis même les adultes sont tellement émouvants, c'est incroyable. J'étais au volant, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Donc, j'étais vraiment émue, mais pas émue comme dans... C'est une tristesse sans issue, émue parce que les émotions dans la version audio sont palpables. Et vraiment, essayez ça, c'est gratuit, c'est en ligne, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, alors c'était ma lecture. J'ai terminé. Je vous la recommande chaudement. Et je vais sans doute lire les autres tomes. Ils ne sont pas encore en audio, mais je vais les lire en numérique potentiellement. Je pense que j'ai juste vu le tome 1 en numérique, par exemple. Et je les lirai en papier, c'est pas grave. Mais c'est vraiment une super chouette prise de parole de la part d'Isabelle Picard. Donc, voilà. Sinon, ma lecture en cours, ça va être un deuxième essai, ou troisième ou quatrième essai de lecture du livre Femme-forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, j'avais lu La femme qui fuit. Femme-forêt, c'est comme le deuxième dans l'espèce de triptyque. Il y a eu aussi Femme-fleuve. C'est juste qu'on suit quand même la même famille. On suit un peu de l'autofiction, dans le fond. Donc, on suit Anaïs Barbeau-Lavalette potentiellement avec sa famille. Mais c'est pas nécessairement, on pourrait les lire, je pense, de façon séparée. C'est juste que c'est La femme qui fuit, Femme-forêt, Femme-fleuve. Bon. Et j'ai décidé de le lire parce que je regarde le temps avancer, puis je me rends compte que dans mon Cold Winter Challenge, j'ai pas de temps. Je suis restée bloquée. Les livres que j'ai pas lus, les catégories que j'ai pas remplies, c'est des livres que je sais que j'aimerais ça lire, mais que je lis pas. Puis bon, il y en avait un, entre autres, que c'était du nature writing, puis j'avais mis le Jean Désir, mais ma nature poétique, je pense. Puis c'est une petite plaquette, puis ça fait 3 fois que je commence, puis pourtant Jean Désir, je sais qu'il y a une super plume, mais on dirait que j'embarque pas, c'est de la poésie, mais en tout cas, bref. Puis celui-là, ça fait plein de fois que je veux le lire. Je l'avais demandé même pour Noël, ce livre-là, je le voulais. Puis c'est super intéressant, mais j'arrive jamais à le finir. Fait que là, je me suis dit, bon, j'avais lu, je pense, jusqu'à 50 pages la dernière fois. Puis j'avais juste pas compté. Pourtant, c'est vraiment un hit, c'est des courts chapitres. C'est super intéressant, a priori. Ça se passe pendant la période du premier confinement de la COVID, mais c'est surtout, comme le nom le dit, c'est surtout une histoire qui laisse place à la nature comme personnage principal. Donc, je me suis dit,
nature, nature writing, ça va le faire. Donc, pour rappel, pour ceux qui savent, qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, je vais vous lire la 4e de couverture. 2 familles sont réunies dans une maison centenaire pendant trop longtemps. L'hiver perce les murs, la tapisserie s'épluche et les souris font leur nid dans le piano. Alors, on se penche sur l'extérieur, comme pour la première fois. Dehors, une nouvelle langue se déploie, celle des lucioles, des pins blancs et du mélilot. Dehors, une cueilleuse d'asclépiades sauve la vie de soldats, un super-héros dompte les peurs à bord de son tracteur, un peintre japonais trace ses tableaux avec la sueur des amants. Dehors, tout redevient possible. Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas le terminer. Donc, par contre, c'est sûr que j'aimerais ça terminer mon contenu pour mon vlog demain, vendredi. Et évidemment que je n'aurais pas lu ce livre-là d'ici demain. Là, c'est 290 pages, même si je lis quand même assez vite. Je pense pas que je vais l'avoir terminé. Donc, est-ce qu'il sera inclus dans ce vlog-ci? Je ne le sais pas. Sinon, il se terminera sur le prochain vlog, pas de problème. Mais je voulais quand même vous annoncer que c'était ma lecture en cours. Et oui, c'est un livre papier. Je vais encore avoir la problématique, entre guillemets, pour mon prochain livre audio parce que j'ai encore des déplacements à faire cette semaine, demain et samedi, puis j'aimerais en avoir un. Mais ça, c'est un autre dossier, puis je vous en reparlerai quand ce sera rendu là. Alors sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout de suite. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un rapide coucou parce que j'ai décidé... C'est compliqué. Je suis en train de lire, comme je vous avais dit, le fameux Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Je le lis en papier. Puis là, je suis vraiment passionnée. Il n'existe pas en livre audio. J'ai le goût de le poursuivre. Je l'avais trouvé en anglais, mais ça n'a aucun sens parce qu'Anaïs Barbeau-Lavalette est francophone. Et là, je ne savais plus trop quoi faire parce que j'avais envie d'écouter quelque chose dans l'auto, mais là, je suis prise dans mon livre papier. Il me reste presque plus de pages, puis c'est sûr que je vais faire une exception. Je finis mon contenu aujourd'hui, samedi, parce que je veux absolument vous en parler. Mais là, entre-temps, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais avoir comme lecture rapide dans l'auto? Et là, je suis tombée sur un livre qui vient juste de paraître en audio, mais qui est paru en papier il y a quelques années. C'est, dans le fond, aux éditions du Remue-Ménage. C'est des petits opuscules. Vous avez peut-être déjà vu ça. Je pense que c'est Mini RM, que ça s'appelle. C'est des prises de parole, des fois, qui sont déjà parues dans les revues, tout ça, mais qui sont, dans le fond, rassemblées dans un petit opuscule. Et dans celui-ci, c'était Promenade sur Marx du côté des héroïnes de Valérie Lefebvre-Fauché, je crois. Et écoutez, c'est un petit opuscule qui, en fait, rendait compte d'une réflexion de l'autrice concernant, évidemment, la place des femmes derrière les supposément grands penseurs. On sait que c'est quand même assez fréquent, mais dans le fond, ce qu'elle s'est mis à chercher, c'était qui les femmes qui étaient autour de Marx, ce fameux personnage mythique qu'il a lancé, qui était dans le socialisme et tout ça. Et dans le fond, il en a trouvé beaucoup, évidemment. Sa femme, ses filles, qui, d'après ce qu'on comprenait, dans le fond, ont évidemment contribué énormément, ne serait-ce qu'en partenaire d'échange verbal, pour faire avancer la réflexion, réviseur, traductrice, peu importe le rôle, mais évidemment, ce n'était pas nécessairement mentionné. Donc, elle se posait la question, elle voulait aller plus loin là-dedans en se disant, est-ce qu'un mouvement qui se disait égalitaire comme ça, celui qui était porté par Marx, pourquoi en fait il n'y avait pas nécessairement de crédit qui était donné aux femmes? Donc, c'est une courte réflexion. C'est intéressant. On va s'attacher à
tour à tour les diverses femmes qui sont autour de Mars, que moi, je ne connaissais pas du tout, en fait, mais je trouve ça super intéressant comme entrée en matière. Puis on va voir évidemment leur implication. Puis c'est basé sur des recherches indépendantes qu'elle a faites, mais également des biographies qu'elle avait lues de certains des personnages qui sont mentionnés. Donc, belle petite réflexion, comme un long article de fond, disons. Si jamais ça vous dit de découvrir ça, j'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 autres titres dans cette collection-là. Je pense que le plus récent, c'est, je l'ai vu, je vais vous mettre la vignette, mais il me semble que c'est quelque chose comme, je vais peut-être dire le nom du croche, mais quelque chose comme Alturaire l'assassin ou quelque chose comme ça, mais je vais vous mettre la vignette. Donc voilà, petite découverte que j'ai vite lu finalement en livre audio parce que c'était assez rapide, assez court comme texte. C'est d'ailleurs lu par Sophie Desmarais, comédienne québécoise. Et ben voilà. Sinon, ben je poursuis mon Femme forêt. Puis je vous en parle dès que j'ai terminé. Il me reste presque plus de pages, comme je vous dis. Je le fais, je vous en parle. Puis après ça, ben, on va clore ce petit vlog-ci. Allez, à tout de suite. Bonsoir. Alors, comme promis, je vous reprends parce que je viens tout juste de terminer mon fameux Femme forêt et je vais vous en parler dans pas longtemps. Mais entre-temps, j'ai pas pu, bien entendu, m'empêcher de lire un nouveau livre audio qui durait la durée de mon trajet pour le retour à la maison. Et ça faisait longtemps que j'avais vu passer ce petit opuscule-là dans les livres audio et ça me disait un petit peu quelque chose. En fait, c'est Ellis Island de Georges Perec. Georges Perec, que je crois la plupart des gens connaissent pour son roman La Disparition, qui était un roman qui était écrit en entier sans utiliser la lettre E. J'ai jamais, jamais lu de Georges Perec. J'ai entendu parler de Georges Perec, mais j'en ai jamais lu. Puis là, ben, ça m'intriguait un peu. Surtout Ellis Island, je savais un peu ce que c'était. Donc, c'est une espèce de l'équivalent de notre île d'entrée, mais à New York, dans le fond, juste avant d'arriver à Manhattan, c'était là où les immigrants arrivaient. Puis, dans le fond, il y avait ben, pas de tri, là, mais il faisait le processus de douane, puis il décidait s'il allait laisser passer les gens ou pas. Il y a des gens qui étaient en quarantaine là et tout. Bref, ça a une histoire assez chargée. Donc, quand j'ai vu ça, Ellis Island, Georges Perec, je me suis dit, Puis j'ai lu la 4e de couverture. En fait, c'était un mini résumé qui est proposé par l'éditeur. Je pense que ça dit quand même pas mal ce que c'est. Un texte sur la mémoire, celle des immigrants, le chemin parcouru de leur pays sans espoir à l'Amérique. La sienne et celle de Robert Bobert, différentes et pourtant communes, puisqu'elle les rassemble en ce lieu de toutes les errances. Alors, on va vraiment avoir un très court, un bref tour d'horizon de l'histoire d'Ellis Island par, dans le fond, le narrateur. Il va nous expliquer un peu comment ça fonctionnait. Il y a beaucoup de statistiques. C'est impressionnant le nombre d'immigrants qui sont arrivés, qui sont passés par Ellis Island et qui sont arrivés là. Il me semble qu'il avait dit que c'était en 1892 et 1914, je pense, qu'il y a eu le plus gros boom d'immigration qui s'est fait vers les États-Unis de différents pays et puis qui sont passés par Ellis Island. Évidemment, on évoque beaucoup de choses terribles. Ces gens-là faisaient un très grand trajet, très long. Évidemment, ceux qui passaient par Ellis Island, comme il le mentionne dedans, c'est ceux qui n'avaient pas nécessairement les sous pour ne pas passer par Ellis Island. Donc, ils avaient voyagé en 3e classe dans un bateau, à fond de cale, pas de fenêtre, pas rien. Et puis, dans le fond, on évaluait leur état de santé en arrivant. Donc, vous pouvez imaginer que après 3 semaines à être passé dans ces conditions-là, ben il y a peut-être des gens qui arrivaient avec des maladies qu'ils n'avaient peut-être pas au départ. Bref, on ne fait pas nécessairement le procès d'Ellis Island, mais on explique un peu ce que c'est. Puis ce que j'ai beaucoup aimé dans la deuxième partie, c'est en effet l'espèce de réflexion que l'auteur fait sur ce que ça évoque pour lui, Ellis Island, quand il est allé le visiter avec son fameux Robert Bobert, qui semble être son complice. Je sais pas, je le connais pas, mais et les deux, dans le fond, avaient des raisons différentes d'aller voir Ellis Island. Il explique qu'il y a des gens qui vont retourner voir en se disant « Je vais retrouver ce que c'était, comment c'était avant. » Parce que souvent, ça avait des descendants, des gens qui sont allés par Ellis Island, bien entendu. Et il disait qu'il n'y avait jamais rien qui ressemblait autant à un lieu abandonné qu'un autre lieu abandonné, puis que pour lui, il y avait une impossibilité de retrouver qu'est-ce qui s'était passé, de retrouver l'âme de qu'est-ce qui s'était passé, mais qu'on pouvait aller là pour différentes raisons. Puis dans le fond, lui, ce qu'on comprend, c'est que ça va alimenter sa réflexion sur une quête identitaire. Dans le fond, lui, c'est un juif, mais c'est un juif qui semble, selon ses dires, ne pas s'attacher à une patrie en particulier, à la religion juive ou rien. C'est juste un état un état des choses. Et puis, il disait que dans le fond, ça y faisait plutôt réfléchir à l'errance en général,
l'errance du peuple juif, le fait que souvent ça va créer des sentiments d'appartenance qui sont vraiment pas liés à des lieux. Donc, je trouve ça super intéressant parce que ça se termine sur une réflexion ouverte sur ça, puis sur peut-être la nécessité, pas la nécessité, mais la raison pour laquelle les gens vont avoir besoin de se confronter à des lieux comme ça, après, pour diverses raisons dans le fond, puis que ce soit pour boucler une boucle ou pour déclencher, dans le fond, un processus d'identité, tout ça. Peu importe la raison, dans le fond, c'est ça qui est important, c'est de le faire, dans le fond. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était tout petit, c'est vraiment une prise de parole qui se lit dans un souffle. Mais si jamais vous voulez découvrir, je ne sais pas du tout si son écriture est typique de Georges Perec, j'en ai pas lu d'autres, mais je trouvais ça surtout intéressant en raison du sujet particulièrement. Donc, une très bonne lecture, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est un hasard que je sois tombée sur ça, mais vraiment. Mais bon, je voulais comme avoir un petit quelque chose pour m'accompagner jusqu'à la maison où j'allais pouvoir enfin finir ce fameux Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Écoutez, mais comme je m'en doutais parce que j'avais vraiment aimé La femme qui fuit, j'ai adoré ce roman-là. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas loin. Puis, c'est tellement une écriture particulière. Je suis totalement désolée d'avoir attendu aussi longtemps pour le lire. Attendez pas pour le lire. Je sais pas comment décrire ça. Je pense que je vous avais lu la quatrième un peu plus tôt dans le blog, je crois. Donc, c'est en effet un roman qui va bien entendu évoquer une période de la vie de l'autrice, de façon romancée, bien entendu, qui se situe pendant le premier confinement de la COVID, un moment où s'est développée, dans le fond, une vie familiale dans une maison qui appartient à sa famille depuis longtemps. Puis on va la voir être confrontée à ça, à ce confinement forcé, à la cohabitation forcée avec des gens qui aiment beaucoup, mais que là, dans le fond, sont beaucoup trop dans une même maison. Comment chaque personne deal avec ça. Donc, son amoureux, il a beaucoup de difficultés, il s'en fait un peu en lui-même et tout ça. Autant on sent par rapport à la COVID, par rapport à la cohabitation forcée, même si, de ce que je comprends d'Anaïs Barbeau-Lavalette, ça semble être une fille de clan, mais en même temps, il y a clan puis être complètement dans une même maison pendant tout ce temps-là. Et bien vite, on va comprendre que le personnage principal de ce roman-là son endroit où elle va se retrouver, c'est dans la forêt, dans la nature. Donc, c'est en effet vraiment du nature writing, si jamais vous avez envie de le lire. C'est tellement bien écrit. C'est tout fait en petites palettes de vie réelle ou de vie fictive ou de vie intérieure. Puis, je sais pas, ça m'a vraiment fait penser à la plume de Robert Lalonde. Mais comme si c'était la plume de Robert Lalonde, un peu, dans le sens que c'est le côté très... comment on dit ça? C'est pas champêtre. Très rupestre. Je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, lié à la forêt, je vais vous mettre le mot, c'est sûr qu'il ne doit pas être ça. C'est ça, il y a ce point en commun-là. L'espèce de vie qu'elle perçoit à travers justement la nature, les êtres vivants autour d'elle, comment ça lui permet de se recentrer, de s'ancrer, de s'évader, de se retrouver, tout ça. Tout ça en fait vraiment gros penser au souffle de Robert Lalonde. Mais pour moi, ça a été comme si c'était fait un peu à l'impressionnisme parce que elle, c'est vraiment des chapitres qui font souvent c'est maximum. Le plus long, je pense que c'est 4 pages. Donc, c'est vraiment, mais c'était comme ça aussi pour dans La femme qui fuit. Donc, c'est vraiment comme si elle créait, elle racontait son histoire, sa relation à la nature. La nature devient un peu un personnage principal. Il y a des fois où on a l'impression que les deux personnages sont quasiment fusionnés. Toutes les émotions qu'elle vit, ça passe par la nature. Mais c'est comme c'est fait, comme je vous dis, à court chapitre, c'est comme si elle faisait juste comme des petites touches, puis c'est juste à la fin qu'on réalise un peu c'est quoi le tableau final qu'elle a voulu évoquer avec ces petites touches-là qu'elle raconte. Donc, c'est précieux. Je trouve que c'est tellement... On n'est pas dans un compte-rendu typique du confinement. Oui, on retrouve quelque chose, mais c'est pas évoqué. Alors, elle nomme pas le mot COVID à toutes les 3 lignes. On sent qu'il y a un confinement. On sent qu'il y a une contrainte, mais ça pourrait être pour d'autres raisons. Nous, ça nous dit quelque chose parce qu'on l'a vécu. Mais je pense que c'est un livre qui va pouvoir potentiellement poursuivre son chemin à travers les années parce que, bon, peut-être qu'il y a quelques petits référents, mais sinon, c'est quelque chose, tout simplement, c'est l'histoire d'une famille qui
est déraciné par la force des choses de sa vie en ville et qui se ramasse en campagne où il essaie de s'enraciner avec des nouvelles racines. Et dans le fond, c'est comme si ces racines-là, cette famille-là va s'enraciner là-bas avec chacun leur individualité. Mais c'est ça qui va, comme dans le fond, les rendre un peu plus... qui va faire en sorte qu'ils vont demeurer comme humains puis eux-mêmes à travers toute cette espèce de... ces aléas-là. Je trouve que c'est fait en simplicité, c'est fait en authenticité, c'est pas ronflant. Il y a beaucoup, beaucoup de références au monde animal puis à la flore que moi, dans le fond, je connaissais pas, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'on apprend à le connaître avec eux. On rencontre tous les habitants à tour de rôle presque de l'espèce de rang sur lequel ils sont. Ils ont chacun leur histoire, donc en plus, on rentre dans l'humain. C'est sûr qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a fait quand même, elle a fait des films, elle a fait des documentaires, mais on sent vraiment la documentariste en elle parce que c'est comme si on avait un point d'ancrage qui est vraiment la vie, cette espèce d'aventure-là que la famille a vécue par la force des choses. Puis en même temps, un fil rouge un peu qui est l'existence des gens qui sont là, qu'elle connaît depuis qu'elle est toute jeune parce que c'était la maison où ses parents allaient et tout. Mais dans le fond, qu'on apprend tranquillement à connaître, elle leur laisse vraiment la parole pendant un certain moment. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est sûr que je vais sans doute me procurer Femme Fleuve. Mais bon, j'espère que je ne vais pas le laisser aussi longtemps que ça dans ma pile à lire parce que c'est vraiment bon. Mais c'est sûr que je pense pas que c'est des livres qu'on peut enchaîner. Ça me prend du temps pour comme... J'ai pas pu justement bousculer ma lecture volontairement. C'est pour ça que je la termine ce soir. On est samedi. J'ai pas encore monté le vlog et tout. Mais j'avais pas le goût de la bousculer. Je m'étais dit, si je le termine, je le termine. Sinon, c'est pas grave. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est à déguster à petite lampée. Mais éventuellement, au fur et à mesure, je vous dirais à partir peut-être du premier quart. Après ça, on est vraiment comme... Ça se dévore dans le sens où c'est comme goulûment. C'est comme si c'était une dose d'humain, une dose je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement bien fait. Puis vers la fin, on replace un peu certaines choses, parce que ça se ralentit un petit peu. Donc, il y a vraiment comme une espèce de courbe même à l'intérieur du livre. Donc, voilà. La lecture, donc. Puis en plus, je suis bien contente parce que ça fait en sorte que j'ai fait, en plus d'avoir fait une superbe lecture, je vais pouvoir cocher une petite case in extremis dans mon Cold Winter Challenge. Alors, ben voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais clore le vlog qui est déjà potentiellement très long, comme je vous dis tout le temps. J'espère que ça vous a plu cette semaine. Ça a été une semaine assez prolifique, finalement, en lecture. J'étais dans un mood comme ça. Je me suis dit que c'était pas nécessairement des longues lectures, mais je me suis plu dans ce que j'ai découvert. J'espère que ça vous a permis de prendre des petites choses en note. N'hésitez surtout pas à me suggérer des choses, des suggestions de lecture en commentaire, si jamais il y a des choses que vous pensez que, après ce que j'ai lu, ça pourrait être pertinent, ça pourrait être le fun, ça pourrait me tenter, ça pourrait me donner le goût. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de voir ça. Puis évidemment, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. C'est toujours agréable de voir que ça peut plaire des fois à des gens, même si, comme je vous savais, je le fais quand même principalement pour mon propre plaisir, bien entendu, sinon je ne serais pas là. Puis, ben, écoutez, jusqu'à ce qu'on se revoie, ben, j'espère que vous allez avoir des bonnes lectures. Ce mois de février s'étire en longueur et on n'a pas tout le moral très haut, alors j'espère surtout que vous allez pouvoir vous évader un petit peu entre les lignes. Puis, ben, on se dit, nous autres, à la prochaine!